Mon petit ami s'est moqué des compétences ringardes de mon père à la guitare, jusqu'à ce que papa sorte sa vieille guitare et joue comme un dieu du rock, révélant qu'il avait abandonné 3 albums de platine pour m'élever. Ensuite, Kyle a lancé une guerre sur les réseaux sociaux pour détruire toute notre famille en utilisant mon journal intime volé et des captures d'écran, jusqu'à ce que nous ayons tous deux des ordonnances d'éloignement et que nous devions changer d'école. C'est là que j'ai découvert qu'il m'avait ciblé dès le départ, car il avait une obsession malsaine pour les familles de militaires et de policiers. Mon père a toujours été la définition du mot « ennuyeux ». Pantalon beige tous les jours, la même coupe de cheveux depuis 1995, il conduit un minivan couleur crème qui sent le café rassis. Quand mon petit ami Kyle m'a demandé s'il pouvait venir dîner le mois dernier, j'ai failli dire non. Kyle était tout ce que mon père n'était pas, quarterback vedette, il jouait de la guitare dans un groupe, avec cette confiance qui faisait que les autres gars s'écartaient quand il passait dans les couloirs. Ton père a l'air sympa, a dit Kyle quand on est arrivé dans notre pavillon de banlieue. Je pouvais déjà le voir juger les nains de jardin que ma mère collectionne. Le dîner a bien commencé. Papa a posé des questions à Kyle sur l'école et le football. Maman a servi son célèbre rôti. Puis Kyle a remarqué le vieux piano dans le coin du salon, et tout a commencé à déraper. Vous jouez? Il connaissait déjà la réponse. Personne ne touchait à ce piano à part le chat. Pas vraiment, a murmuré papa en coupant son rôti en petits carrés parfaits comme il le faisait toujours. Kyle a souri, et je connaissais ce regard. C'était le même qu'il avait avant d'écraser un adversaire sur le terrain. Ouais. Je m'en doutais. Vous n'avez pas vraiment la tête d'un artiste, monsieur Pielzer. Sans vouloir vous offenser. Je lui ai donné un coup de pied sous la table, mais il a continué. Je veux dire, certains ont du talent, et d'autres? Il a fait un geste vague vers le polo de mon père. D'autres font des déclarations d'impôts. Kyle. Ai-je chuchoté. Mais une partie de moi était gênée aussi. Pourquoi mon père ne pouvait pas être plus cool? Pourquoi portait-il encore des lunettes à verre transition? Maman m'a lancé un regard à travers la table qui m'a glacé. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu. Quand j'ai ouvert la bouche pour changer de sujet, elle a tendu le bras et m'a pincé le coude. Pas fort, mais fermement, comme pour dire « reste tranquille et tais-toi ». Kyle, lui, continuait. En fait, j'ai ma guitare dans la voiture. Je pourrais vous montrer ce qu'est de la vraie musique. Vous allez être époustouflé, Mr. P. Papa a continué à manger ses petits carrés parfaits. Ce n'est pas nécessaire. Non, sérieusement, j'insiste. Kyle s'était déjà levé. Emma parle tout le temps du fait que vous ne comprenez pas la musique. Peut-être que je peux vous éduquer un peu. Je voulais mourir. J'ai jamais dit ça. Enfin, peut-être que j'avais mentionné une fois que mes parents n'écoutaient que NPR, mais c'était différent. Kyle est revenu avec son étui à guitare et son ampli. Il s'est installé là, dans notre salle à manger, comme si c'était sa scène personnelle. Ça s'appelle Thunderstruck, a-t-il annoncé. Ce qui est sorti de l'ampli n'avait rien à voir avec Thunderstruck. C'était du bruit. Du mauvais bruit. Il martelait les cordes comme si elles lui devaient de l'argent. Plutôt dingue, non? Il a enchaîné avec ce qui devait être Sweet Child O' Mine, mais qui ressemblait plus à un chat dans un mixeur. Pariez que vous n'avez jamais entendu ça en banlieue. C'est ça qui sépare les vrais musiciens des imposteurs. J'ai commencé à me lever pour mettre fin à ce désastre, mais la main de maman s'est refermée sur mon poignet. Elle a secoué la tête une seule fois. Papa n'avait pas bougé. Il regardait toujours son assiette. Kyle a monté le volume de l'ampli. Allez, P-Dog. Faut pas être timide. Il s'est approché et a carrément tenté de forcer papa à prendre la guitare. Allez, montrez-moi ce que vous savez faire. Jouer Riptide, ou un truc comme ça. C'est à ce moment-là que papa a enfin levé les yeux. Son regard était différent. Concentré. T'as fini? Kyle a ri. Quoi? Je t'ai vexé? Désolé, mec, mais c'est ça, le vrai monde. Certains sont faits pour la grandeur et d'autres. Il a encore regardé papa de haut en bas. D'autres sont faits pour saisir des données. Maman s'est levée et est allée vers le placard de l'entrée. Je l'ai entendue fouiller. Elle est revenue avec un étui à guitare que je n'avais jamais vu. Il était usé, couvert d'autocollants illisibles. Sarah, a murmuré papa. Joue, s'est-elle contentée de dire en ouvrant l'étui. À l'intérieur, une guitare noire qui avait l'air d'avoir survécu à une guerre. Elle l'a tendue à papa comme si elle lui remettait une arme chargée. Je l'ai regardé se brancher à l'ampli de Kyle. Il a ajusté les réglages sans même regarder. Ses épaules se sont redressées. Ses doigts ont trouvé les cordes comme s'il n'avait jamais arrêté de jouer. Ce qui est sorti de l'ampli faisait passer Kyle pour un enfant de maternelle avec un caso. Les doigts de papa bougeaient si vite qu'ils en devenaient flous. Le son était massif, parfait, et carrément terrifiant. Il a joué pendant 2 minutes. Des riffs complexes, des solos qu'on entend sur les radios de rock classique mais qu'on n'imagine jamais entendre en vrai. Ce fond pour l'université, a dit papa sans cesser de jouer, il ne vient pas de la compta. 3 albums de platine dans les années 90, tournés avec des légendes, tout abandonné le jour de ta naissance, parce qu'être ton père comptait plus qu'être célèbre. Kyle a pratiquement fui la maison. Je suis resté là, figé, à fixer cet inconnu avec le visage de mon père. Maman m'a serré l'épaule. Maintenant tu sais, a-t-elle murmuré. Je ne le savais pas encore, mais les paroles de papa avaient blessé Kyle.
Et il était prêt à utiliser cette blessure pour détruire toute notre famille. J'ai regardé les feux arrière de Kyle disparaître au bout de notre rue paisible, pendant que papa restait dans l'encadrement de la porte, toujours avec sa guitare de guerre en main. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il s'est débranché de l'ampli et a remis l'instrument dans son étui. Les autocollants que je n'arrivais pas à lire plus tôt devenaient plus clairs à la lumière du Porsche, des passes backstage de salles dont je n'avais entendu parler que dans des documentaires. Maman a commencé à débarrasser la table, empilant les assiettes avec plus de force que nécessaire. Papa a voulu l'aider, mais elle l'a repoussé. Le silence dans notre salle à manger était lourd, comme l'air avant un orage. J'étais toujours figé sur ma chaise, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Mon père ennuyeux, celui qui range ses chaussettes par couleur, venait de jouer comme un dieu du rock. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Kyle est apparu à l'écran, 3 mots qui m'ont glacé le sang. J'ai attrapé mon téléphone et je suis monté à toute vitesse dans ma chambre, 2 marches à la fois. Par la fenêtre, j'ai vu papa sortir dans le garage. Il est resté là un long moment, puis il est entré et a fermé la porte derrière lui. Le lendemain est arrivé trop vite. En descendant, j'ai trouvé papa assis à la table du petit déjeuner, vêtu de ses habituels kakis et polos, lisant le journal comme si rien ne s'était passé. Maman a versé du jus d'orange sans regarder ni lui ni moi. L'étui à guitare avait disparu. Au lycée, j'ai repéré la voiture de Kyle sur le parking, mais il n'était pas à sa place habituelle près de la vitrine à trophées. J'ai vérifié mon téléphone et vu qu'il avait posté quelque chose sur Instagram. Mon cœur s'est serré alors que je regardais le compteur de vues grimper en temps réel. La publication montrait notre minivan avec une légende qui m'a fait rougir de honte. Les commentaires affluaient déjà. J'ai trouvé Kyle à son casier, entouré de ses copains footballeurs. Quand il m'a vu approcher, il a haussé la voix pour que tout le couloir entende ses accusations contre ma famille. La foule s'est densifiée autour de lui, captivée par son petit numéro. Mes poings se sont serrés. Avant même de pouvoir réfléchir, j'ai traversé la foule et l'ai violemment poussé contre les casiers. Le couloir a explosé en murmures. Quelqu'un a mentionné les funérailles de mon grand-père, il y a 2 ans, ravivant des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer. Kyle a redressé son blouson de quarterback et m'a lancé un sourire en coin, comme s'il venait de remporter une victoire. La cloche a sonné et la foule s'est dispersée, nous laissant seuls dans un couloir qui se vidait lentement. Jess m'a retrouvé dans les toilettes pendant le 2e cours, alors que mes mains tremblaient encore et que j'éclaboussais mon visage d'eau froide. Elle se mordait la lèvre et m'a avoué qu'elle avait besoin de quelque chose venant du père de Kyle pour son dossier de bourse d'études. Le coach avait des contacts dans son université de rêve. Elle avait l'air misérable en m'expliquant son dilemme, déchiré entre sa loyauté envers moi et son avenir. Je lui ai dit que je comprenais, même si cela ressemblait à une trahison de plus. Kyle m'avait envoyé un message pendant sa confession, un texto qui laissait clairement entendre qu'il se régalait de toute cette histoire. Je devais faire un choix, le confronter publiquement et risquer d'aggraver les choses, ou aider Jess à respecter sa date limite et lui laisser plus de temps pour répandre son venin. J'ai choisi Jess. Pendant que je l'aidais à peaufiner sa lettre de motivation à la bibliothèque, Kyle capturait des captures d'écran de nos anciennes conversations. À l'heure du déjeuner, il avait publié des messages soigneusement sélectionnés où je me plaignais de mes parents dans des élans typiques d'adolescente frustrée. Hors contexte, ça paraissait horrible. 3 catastrophes m'ont frappé pendant la 6e période. D'abord, une notification indiquant que la story Instagram de Kyle à propos de mon père avait été partagée par la moitié de l'école. Ensuite, un mail de mon interlocutrice pour l'entretien universitaire, qui mentionnait qu'elle était la tante de Kyle et qu'elle avait hâte de me rencontrer la semaine suivante. Enfin, un texto de maman disant que ses amis du club de lecture lui demandaient si une certaine vidéo, que leurs enfants avaient vue, concernait bien notre famille. Après les cours, je suis passé au bureau de papa pour lui apporter le déjeuner que maman avait oublié de lui préparer. J'ai pris un selfie avec lui sans réfléchir. Ma géolocalisation était toujours activée. En quelques minutes, les amis de Kyle commentaient déjà, disant qu'ils reconnaissaient le bâtiment. J'ai supprimé la publication, mais les captures d'écran circulaient déjà. Le lendemain a apporté un drame inattendu. À la cafétéria, quelqu'un m'a demandé pourquoi Kyle et moi nous étions séparés. J'ai répondu à moitié en plaisantant que son père avait un problème avec l'alcool. Kyle, assis 3 tables plus loin, est soudain devenu livide et a commencé à hyperventiler. La cafétéria est devenue silencieuse pendant qu'il se tenait la poitrine, luttant sincèrement pour respirer. Les profs ont accouru pendant que les élèves filmaient la scène avec leur téléphone. Quand l'infirmière est arrivée, toute la sympathie avait basculé en faveur de Kyle. Le soir, à la maison, mon petit frère ne cessait de parler de à quel point Kyle était cool, parce qu'il l'avait aidé pour les sélections de football le mois dernier. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi méchante avec quelqu'un d'aussi gentil. Maman et papa ont échangé un regard inquiet à travers la table. 2 jours plus tard, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Kyle avait laissé son sac dans ma voiture après un entraînement, et à travers la poche transparente, j'ai vu mon journal intime, celui que je pensais avoir perdu des semaines auparavant. Des pages entières de mes pensées privées étaient visibles, y compris des passages sur mon père. Le reprendre serait techniquement un vol, et Kyle saurait que j'avais fouillé dans ses affaires. J'étais aussi très curieuse, comment maman savait-elle exactement où le vieil étui à guitare était caché? Et pourquoi avait-elle insisté pour que papa joue alors qu'il ne voulait manifestement pas? Il y avait quelque chose d'étrange dans sa préparation,
comme si elle attendait ce moment depuis longtemps pour révéler la vérité à Emma. J'ai décidé de recueillir des preuves à la place. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt à l'école et j'ai essayé de prendre en photo la combinaison du casier de Kyle pendant qu'il l'ouvrait. La conseillère scolaire m'a surprise, accroupie avec mon téléphone, en posture plus que suspecte. Elle a noté l'incident comme un comportement préoccupant et m'a demandé si je voulais parler de ce qui se passait. La mère de Kyle a appelé chez nous ce soir-là. Papa a répondu. Je l'ai entendu expliquer, d'un ton professionnel, qu'il s'occupait effectivement de ses documents fiscaux pour sa procédure de divorce. Elle avait besoin de 3 années de fichiers auxquels seul lui avait accès. La conversation restait cordiale, mais je percevais la tension dans la voix de papa. Le lendemain, la sœur de maman a appelé, rappelant à tout le monde comment j'avais agi après la mort de grand-père. Elle voulait bien faire, mais ses paroles m'ont blessé. Sa comparaison entre cette époque et ma situation actuelle avec Kyle m'a semblé injuste, mais étrangement exacte. À l'époque aussi, j'avais accusé les gens à tort, convaincu d'avoir raison, alors que le deuil brouillait mon jugement. Le groupe de discussion de l'école est devenu un champ de mine. Kyle avait maîtrisé l'art de sortir mes messages de leur contexte, en y ajoutant des émojis inquiets qui lui donnaient l'air d'un ex inquiet pour moi. Toutes mes tentatives de me défendre me faisaient paraître encore plus instable. 3 profs différents m'ont convoqué après que Kyle a signalé mes publications Instagram comme du cyberharcèlement. Les choses ont empiré quand j'ai réalisé que Kyle avait encore accès à notre compte familial Spotify. Il avait commencé à diffuser les vieux morceaux de papa lors de soirées, en plaisantant sur le fait qu'il les avait trouvés sur les plateformes. Ses commentaires sur le fait que papa avait abandonné la célébrité pour une vie de banlieue se sont propagés comme une traînée de poudre dans nos cercles sociaux. Après 3 nuits consécutives sans sommeil, j'étais épuisé. Je me suis endormi en chimie, en histoire et en anglais, ma tête heurtant le bureau à chaque fois. Les enseignants ont commencé à échanger entre eux dans la salle des profs. L'infirmière scolaire m'a convoqué pour me demander si tout allait bien à la maison, posant des questions à demi-mot sur la consommation de substances. Jess a officiellement cessé de me soutenir après que son petit ami l'a menacé de la quitter à cause de tout ce drame. Elle m'a prise dans ses bras sur le parking, des larmes coulant sur ses joues, en s'excusant. Elle m'aimait, mais elle ne pouvait pas le perdre à cause de ça. Je lui ai dit que je comprenais, même si perdre ma meilleure amie donnait l'impression qu'un autre morceau de mon monde s'effondrait. La situation a atteint un nouveau sommet d'horreur quand quelqu'un a montré à maman un fil de discussion sur Facebook dans un groupe de mères locales. Elle y parlait de « la fille Pielzer instable qui harcelait le quarterback vedette ». L'ami de maman avait pris une capture d'écran, pensant qu'il valait mieux que nous sachions ce qui se disait. Le visage de maman est devenu livide en lisant les commentaires, un par un, postés par des femmes qu'elle connaissait du comité de parents ou des barbecues du quartier. Le prochain coup de Kyle a été particulièrement cruel. Il a prétendu que j'avais accidentellement laissé mon journal chez lui pendant une session de révision. Son hésitation sur les dates, lorsqu'il a été interrogé par des amis communs, correspondait, par hasard, à une période où nous avions effectivement étudié ensemble pour les examens. Le mensonge était parfait, juste assez de vérité pour être crédible. Ma conseillère d'orientation m'a convoqué pour parler de mes candidatures à l'université. Elle a mentionné, presque avec gêne, que le père de Kyle était un ancien élève influent de mon université de rêve. Sa lettre de recommandation pouvait vraiment faire la différence pour les élèves de notre région. La menace implicite était claire, même si elle ne l'a pas dite directement. Je croyais enfin tenir Kyle en flagrant délit quand j'ai prouvé qu'il n'était pas à l'entraînement de football le mardi précédent, contrairement à ce qu'il prétendait. Mais révéler cette information signifiait admettre que j'avais séché un cours de préparation au SAT pour enquêter sur ses déplacements. Les registres de présence nous condamnaient tous les deux. Quand j'ai souri de soulagement, pensant avoir exposé au moins un petit mensonge, le photographe du yearbook a capturé ce moment. Hors contexte, on aurait dit que je me réjouissais de la douleur de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, Kyle m'a envoyé un message qui résumait parfaitement notre situation. Nous étions enfermés dans une spirale d'autodestruction, incapables de reculer sans tout perdre. La guerre entre nous avait pris une vie propre, alimentée par la fierté, la douleur et l'impossibilité d'admettre que nous avions tous les deux tort. La nouvelle petite amie de Kyle, membre de l'équipe de natation, avait commencé à porter les vieux t-shirts de groupe de papa à l'entraînement. Elle citait les paroles de ses chansons lors des dîners de l'équipe, toujours avec un petit sourire en coin dans ma direction. Le pire, c'était de l'avoir publié des photos d'elle et de Kyle dans des salles de concert locales, accompagnées de références à la carrière abandonnée de mon père. Mes coéquipiers commençaient à prendre parti, et les entraînements du matin devenaient des exercices d'évitement permanent. L'entretien pour l'université est arrivé plus vite que prévu. Kyle et moi étions assis dans la même salle d'attente, notre histoire familiale enchevêtrée suspendue entre nous comme un nuage toxique. Nous avons donné des versions complètement contradictoires de notre relation à l'intervieweuse, qui, pour ne rien arranger, était une amie des deux familles. Son expression confuse, alors qu'elle tentait de concilier nos récits, montrait clairement qu'aucun de nous ne sortirait gagnant de cette rencontre. Mon téléphone a vibré avec une notification qui m'a fait trembler. Kyle avait soumis sa dissertation universitaire à la vitrine en ligne de l'école, et des amis communs commençaient déjà à la partager. L'essai me décrivait comme une petite amie émotionnellement manipulatrice qui dissimulait une famille soi-disant parfaite derrière des mensonges. Le pire, c'était d'y retrouver mes propres mots, des messages où j'avais traité papa de pathétique un jour particulièrement mauvais,
sortis de leur contexte et présentés comme preuve de ma cruauté. Au dîner, mon petit frère a commencé à poser des questions gênantes. Il a évoqué des choses que Kyle lui avait dites pendant les séances de football, se demandant à voix haute pourquoi j'avais forcé papa à abandonner la musique. L'accusation flottait dans l'air pendant que maman reposait sa fourchette avec une précision glaciale. La mâchoire de papa s'est crispée, mais il a continué à manger en silence. La répétition innocente par mon frère du poison de Kyle était plus efficace que n'importe quelle attaque directe. Le lendemain matin a apporté une autre révélation. Une voisine a mentionné avoir vu la vidéo ring de notre confrontation devant le casier de Kyle. La vidéo me montrait clairement comme l'agresseuse, c'est moi qui avais poussé en premier, tandis que Kyle restait immobile. Le détail que j'avais oublié de mentionner dans ma version des faits existait désormais sous forme de preuve numérique de mon instabilité. L'administration de l'école a demandé une réunion pour discuter de mon comportement agressif, qui affecterait les performances sportives de Kyle. J'ai découvert que Kyle avait filmé discrètement la prestation de guitare de papa ce soir-là. Les extraits TikTok qu'il avait postés étaient montés pour paraître faux, et les commentaires affluaient, l'accusant de playback. Ce moment authentique de vulnérabilité de papa était devenu une autre farce, une preuve de plus que notre famille reposait sur des mensonges. J'ai réussi à accéder brièvement au Google Drive de Kyle via nos anciens dossiers partagés. Ces brouillons de dissertation universitaire révélaient une planification minutieuse, plusieurs versions conçues pour maximiser la sympathie tout en détruisant ma crédibilité. Mais mon soulagement a été de courte durée, il verrait les journaux d'accès. Et effectivement, dès le lendemain, un nouveau post apparaissait, m'accusant de comportement de harcèlement. Les séances obligatoires chez la conseillère scolaire sont devenues une partie de mon dossier permanent, après que des inquiétudes concernant l'automutilation ont été signalées. Quelqu'un avait rapporté m'avoir vu avec des griffures sur les bras, causées par notre chat, mais qui, dans le contexte de ma santé mentale fragile, prenait soudain une autre signification. Chaque séance entraînait davantage de documentation, plus de preuves d'instabilité que Kyle pourrait utiliser. J'ai essayé d'enregistrer les menaces de Kyle lors d'une rencontre fortuite près du trophée de l'école. Mon téléphone était caché dans ma poche, enregistrant l'audio alors qu'il se penchait pour murmurer ses projets de ruiner la réputation de ma famille. Mais le reflet dans la vitre du trophée l'a trahi. Il a vu l'écran d'enregistrement et a reculé avec une fausse surprise, demandant bruyamment pourquoi je l'espionnais en secret. Une nouvelle victoire médiatique pour Kyle, un nouveau coup porté à ma crédibilité. L'organisation du covoiturage de maman a transformé mes mardis et jeudis en torture, c'était Kyle qui venait chercher mon frère, pendant que je regardais depuis la fenêtre de la cuisine. Il riait et parlait football, mon frère rayonnant comme il ne le faisait jamais avec moi. Maman faisait semblant de ne pas remarquer mes poings serrés alors que la voiture de Kyle s'éloignait avec mon frère à bord. Le professeur de musique, qui aurait pu témoigner de la légitimité artistique de papa, est soudain devenu indisponible. Une plainte anonyme l'accusant d'un intérêt inapproprié pour certains élèves menaçait sa titularisation. Par des mots choisis avec soin, il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas risquer sa carrière en se mêlant à notre drame. Un allié de moins, neutralisé par la toile grandissante de destruction. La dernière campagne de Kyle sur les réseaux sociaux consistait à publier des photos d'archives de notre relation. Il portait le t-shirt vintage du groupe que je lui avais offert pour son anniversaire, un des t-shirts de tournée de papa des années 90. La légende évoquait sa nostalgie du temps passé avec la famille Pielzer, récoltant des centaines de commentaires compatissants sur tous les efforts qu'il avait fournis pour s'intégrer dans notre foyer compliqué. Une offre est arrivée par un ami commun. Kyle était prêt à tout supprimer, post, capture, preuve, si je publiais des excuses officielles pour l'avoir berné à propos de ma famille. Les conditions étaient précises, admettre que j'avais menti sur mes parents ennuyeux pour paraître plus intéressante, reconnaître que j'avais caché le passé de papa pour manipuler les sentiments de Kyle. Mon refus a été immédiatement présenté sur les réseaux comme une fierté malsaine m'empêchant d'avouer la vérité. Tout a basculé quand j'ai découvert que l'emploi du temps que j'utilisais pour suivre les allées et venues de Kyle était erroné. L'équipe avait modifié ses horaires depuis des semaines, ce qui détruisait ma certitude quant à sa localisation lorsque mon journal avait disparu. Mes accusations semblaient désormais être des tentatives désespérées de le faire accuser, ma confiance devenant un handicap dans le tribunal de l'opinion publique. Le grenier contenait des secrets que ni Kyle ni moi n'avions prévus. En cherchant des preuves sur le passé de papa, nous sommes tombés sur son ancien contrat d'enregistrement. Les documents montraient qu'il avait abandonné un contrat à plusieurs millions de dollars le jour de ma naissance. Quelque chose ne tourne pas rond dans le timing parfait de Kyle. Il a toujours des captures ou des enregistrements prêts au moment exact où il en a besoin. La manière dont il frappe chaque point faible de cette famille semble trop calculée pour une simple rupture d'ado. Une note manuscrite dans la marge disait simplement « Eman est aujourd'hui ». Le choix était facile. Cette révélation aurait dû laver l'honneur de ma famille, mais Kyle l'a présentée comme une nouvelle preuve de l'égoïsme de papa, qui aurait abandonné ses camarades et leurs rêves pour une vie banale en banlieue. Les captures que j'avais soigneusement accumulées pour prouver le comportement obsessionnel de Kyle se sont retournées contre moi. Les messages montraient un petit ami posant des questions normales sur la famille, exprimant un intérêt sincère et une compréhension de ma gêne vis-à-vis de mes parents. Mon récit de harcèlement et de manipulation ressemblait de plus en plus à une projection, surtout comparé à mon propre comportement documenté. Maman s'est retrouvée face à un dilemme impossible quand 3 de ses patientes en thérapie ont abordé les rumeurs familiales entendues dans la communauté.
Sa réputation professionnelle exigeait la neutralité, mais sa fille avait besoin d'être soutenue. Elle avait choisi de limiter son implication publique, offrant une aide discrète tout en maintenant une distance professionnelle. Cette décision m'avait semblé être une trahison de plus. Même si je comprenais ses raisons, j'avais créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour surveiller les publications de Kyle et influencer le récit. Ma toile de mensonges s'était étoffée à mesure que je liquais et commentais des publications soutenant ma version des faits, et que je signalais celles qui me faisaient passer pour la méchante. Cette manipulation numérique me paraissait justifiée, jusqu'à ce que je réalise que je devenais exactement ce que Kyle m'accusait d'être, une manipulatrice cachée derrière de fausses identités. Une rencontre fortuite à l'épicerie m'avait permis de semer le doute dans l'esprit de la mère de Kyle. J'avais exprimé mon inquiétude quant à son niveau de stress, évoqué à quel point je me faisais du souci face à la pression qu'il subissait. Son instinct maternel s'était déclenché tandis que je façonnais soigneusement le récit de deux adolescents pris dans un conflit qui les dépassait. La conversation m'avait semblé être une petite victoire, jusqu'à ce que je voie la publication de Kyle m'accusant de harceler sa famille. La vieille sauvegarde de mon iPad contenait des messages supprimés que j'avais oubliés. Des échanges entre Kyle et moi, de l'époque où tout allait bien, où il me promettait de garder les secrets de ma famille et où je lui assurais que le passé de mon père n'avait pas d'importance. Mais y accéder nécessitait l'utilisation de notre identifiant Apple commun, avant que Kyle ne pense à le changer. Cette course contre la montre ajoutait encore une couche de stress à mes journées déjà fracturées. Le père de Kyle était devenu une nouvelle menace, clarifiant sa position. En tant qu'entraîneur de football, il contrôlait le temps de jeu et les perspectives d'avenir de mon frère. Sa menace implicite était d'une simplicité élégante, laisse tomber ou regarde les rêves de ton frère s'évaporer. Le choix entre protéger la réputation de ma famille et soutenir les aspirations de mon frère me plaçait face à un dilemme impossible. Le jour du match de championnat, j'étais de l'autre côté de la ville, essayant de contrecarrer le dernier plan de Kyle. Mon frère avait marqué le touchdown de la victoire, et Kyle était là pour célébrer avec lui. Les photos publiées sur les réseaux sociaux les montraient s'enlaçant sur le terrain, alors que mon absence était remarquée. Le message de mon frère, plus tard dans la nuit, était bref mais dévastateur, Kyle était là, toi non. La pression financière s'intensifiait. J'avais atteint la limite de ma carte de crédit en service de récupération de données, tandis que Kyle puisait dans son fonds universitaire pour des consultations juridiques. Cette guerre économique semblait absurde, mais nécessaire. Nous perdions tous les deux de l'argent que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre, à la recherche de preuves qui, peut-être, ne compteraient même pas. La fête d'automne s'était transformée en champ de bataille lorsque nous nous étions croisés au stand de maquillage pour enfants. Notre altercation avait traumatisé les enfants dans la file, leurs parents les éloignant de notre énergie toxique. Notre confrontation publique avait fait parler sur les groupes Facebook locaux, divisant les opinions, certains pensaient que j'étais instable, d'autres que Kyle était manipulateur. J'avais perdu ma place au sein de la Société nationale des honneurs après un vote évoquant une conduite indigne d'un membre. La nouvelle petite amie de Kyle avait été désignée pour me remplacer. Son sourire lors de l'annonce avait eu l'effet d'un coup de sel sur une plaie ouverte. Les résultats académiques que j'avais mis des années à bâtir s'étaient effondrés en quelques minutes, une autre victime de notre guerre de destruction mutuelle. La nuit où j'avais dormi dans ma voiture avait marqué un nouveau point bas. Les disputes de mes parents à propos de mon obsession pour Kyle résonnaient à travers la maison. La voix de mon père s'était élevée pour la première fois depuis des années. J'avais pris mes clés et quitté la maison, passant la nuit sur le parking d'une épicerie ouverte 24h24. Le lendemain matin, Kyle avait posté un message se disant inquiet pour la santé mentale de son ex, avec une photo de ma voiture sur ce même parking, prise par quelqu'un qu'il avait reconnu. L'appel de ma grand-mère était arrivé au pire moment possible. Ses sanglots, me suppliant d'arrêter de détruire les sacrifices de mon père, m'avaient touché plus profondément que toutes les attaques de Kyle. Elle m'avait rappelé à quel point il avait tout abandonné pour nous offrir une vie normale, et que son choix de vivre une vie simple était le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire. Ces paroles résonnaient en moi alors que je réalisais à quel point j'étais passé de la protection de ma famille à sa destruction active. L'enquête sur le lieu de travail de la mère de Jess avait commencé à cause de mes questions concernant l'alibi de Kyle. Son poste à la banque nécessitait une confiance absolue, et mes questions sur ses déplacements à certaines dates avaient déclenché l'alarme. Le message de Jess, me disant que sa mère avait pleuré à cause de moi, avait été comme un coup de couteau dans les côtes. Les dommages collatéraux ne cessaient de s'étendre, atteignant des gens que je n'avais jamais eu l'intention de blesser. Les parents de Jess avaient envisagé la séparation, le stress de l'enquête combiné à l'implication de leur fille dans notre drame mettant leur couple à rude épreuve. Cette famille stable, qui avait été mon second foyer toute mon enfance, se fracturait à cause de mon acharnement envers Kyle et je ne pouvais pas m'arrêter, même en connaissant le prix. La question de mon père, posée lors d'un rare moment de calme dans le garage, m'avait désarmé. Il m'avait demandé si Kyle n'était peut-être qu'un adolescent blessé, qui se défendait à sa manière. Si, peut-être, nous étions tous les deux victimes de nos propres insécurités. Je n'avais pas pu répondre immédiatement. L'idée que nous puissions avoir tous les deux tort était trop douloureuse à accepter. Sa sagesse douce ressemblait à une bouée de sauvetage que j'étais trop fier pour saisir. Mon aveu public, disant que j'avais menti pour espionner Kyle, avait pour but de regagner en crédibilité par l'honnêteté. Au lieu de ça, cela lui avait fourni de nouvelles munitions pour alimenter son récit sur mon instabilité.
La vérité était devenue une arme de plus entre ses mains, déformée pour servir sa version des faits. Les vidéos TikTok que j'avais publiées pour me moquer de nos dîners de famille ennuyeux, le soir même de la visite de Kyle, étaient réapparus comme des fossiles numériques. Mes propres mots, des semaines avant notre confrontation, prouvaient que j'étais celle qui avait lancé le cycle d'irrespect. Cette preuve de ma cruauté initiale sapait toutes mes affirmations de victime depuis. Les avocats de l'école avaient envoyé une lettre de cessation et d'abstention après que la famille de Kyle avait menacé de poursuites pour harcèlement. Mes parents avaient dû engager leur propre avocat, annulant leur voyage pour leurs 25 ans de mariage afin de payer les frais de justice. Le coût financier et émotionnel de ma guerre avec Kyle atteignait de nouveaux sommets, les documents juridiques s'empilant sur le bureau habituellement impeccable de mon père. La révélation de Kyle sur ses véritables motivations avait eu lieu lors d'une séance de médiation à l'école. Il avait avoué qu'il voulait que ma famille accepte qui il était réellement, après des années à se sentir inadéquat face à ma vie parfaite. Sa vengeance venait d'une réelle blessure, mêlée à une rage de privilégié d'avoir été ignoré. La complexité de sa douleur n'excusait pas ses actes, mais les rendait étrangement humains. Je me sentais changer, devenir calculatrice d'une manière qui me faisait peur. La fille empathique qui faisait du bénévolat dans les refuges pour animaux avait été remplacée par quelqu'un qui répertoriait les faiblesses et planifiait des attaques stratégiques. Cette transformation semblait nécessaire, mais elle m'avait coûté la reconnaissance de mon propre reflet. Le planning d'entraînement de Kyle m'était parvenu via sa petite sœur, qui avait développé un béguin pour mon frère. Cette information me semblait déjà corrompue par la manipulation qu'il avait fallu pour l'obtenir. Une trahison de plus dans une chaîne interminable de compromis. Chaque victoire avait un goût amer, presque comme une défaite. Le moment où j'avais vu Kyle pleurer lors de l'audience de divorce de ses parents aurait dû m'apporter de la satisfaction. Au lieu de cela, je m'étais senti vide, le regardant s'effondrer à cause de quelque chose que j'avais contribué à accélérer. Nous étions tous les deux brisés par cette guerre, tous deux victimes de nos propres créations. La petite victoire d'avoir prouvé qu'il avait menti sur un détail insignifiant semblait dérisoire face aux décombres qui nous entouraient. La version de Kyle, selon laquelle ma famille l'avait manipulé émotionnellement avec de fausses personnalités, gagnait du terrain à mesure que les gens prenaient parti. La complexité de la vérité devenait sans importance face à des récits plus simples. Sa version était plus facile à comprendre. Une fille ment sur une famille ennuyeuse. Un garçon se sent trahi. Le garçon cherche justice. Ma version exigeait trop de contexte, trop de nuances pour être consommée sur les réseaux sociaux. Tout dépendait de la volonté de papa de rendre public son passé. Cet homme discret, qui avait choisi l'anonymat pendant des décennies, faisait maintenant face à la perspective d'exposer son histoire pour sauver la réputation de sa fille. Le poids de lui demander de sacrifier sa vie privée patiemment construite pesait bien plus lourd que toutes les attaques de Kyle. Mes anciennes séances de tutorat avec la sœur de Kyle devinrent un levier lorsqu'elle me demanda pourquoi j'étais méchante avec son frère. Sa question innocente, pourquoi avais-je dit un jour pendant une session d'études qu'il méritait mieux, révélait à quel point mes propres mots pouvaient être retournés contre moi. L'encouragement privé que j'avais offert à propos de l'insécurité de son frère servait désormais son récit de manipulation de ma part. Les enseignants commencèrent à prendre parti selon quel élève servait mieux leurs statistiques d'admission en université. La politique académique semblait ridiculement mesquine comparée à la destruction personnelle, mais elle avait des conséquences bien réelles. Les lettres de recommandation et les postes dans les comités évoluaient selon des calculs froids sur qui sortirait gagnant. La découverte du droit de la diffamation anéantit mes espoirs de justice légale. Prouver la malveillance réelle exigeait de démontrer que Kyle savait que ses déclarations étaient fausses, pas simplement qu'elles l'étaient. Le fait qu'il croyait sincèrement à son propre récit, aussi déformé soit-il, lui offrait une protection juridique à laquelle je ne m'étais pas attendu. Il pouvait croire à ses propres mensonges et être protégé par cette croyance. L'ancien manager de papa lui devait une faveur pour avoir couvert ses frais de désintoxication il y a des décennies. Quand je l'ai contacté, il m'a parlé de la manière dont l'industrie musicale détruisait les familles, et comment le choix de papa de tout quitter avait été la décision la plus saine qu'il ait jamais vue. Le fait que le père de Kyle ait utilisé le temps de jeu au football comme moyen de pression contre son fils me faisait me questionner sur les dynamiques de pouvoir en jeu. Combien d'adultes étaient entraînés dans ce qui avait commencé comme un drame adolescent? Mais des problèmes juridiques en cours empêchaient l'ancien manager de témoigner publiquement. Un allié de plus neutralisé par des circonstances hors de notre contrôle. Les preuves s'accumulaient montrant que papa avait refusé 3 tournées de retrouvailles pour assister à mes récitals, matchs et événements scolaires. Chaque refus s'accompagnait de pénalités financières qu'il avait acceptées sans broncher. Le sacrifice allait plus loin que ce que j'avais imaginé, et pourtant Kyle le tournait comme une preuve que papa avait imposé une pauvreté factice à sa famille. Le contrat montrait que les anciens membres du groupe de papa l'avaient poursuivi pour rupture de contrat et perte de revenus. Il avait payé le règlement avec des économies destinées à d'autres rêves, choisissant la paix familiale au détriment de la sécurité financière. L'existence du procès nous avait été cachée, un secret de plus que papa portait pour préserver notre vie normale. Maman avait conservé des lettres entre papa et son label, montrant ses tentatives désespérées de se libérer de contrats qui l'auraient forcé à continuer de tourner pendant mes premières années. Sa joie d'avoir choisi sa famille transparaissait dans ses notes manuscrites. La célébrité est temporaire. Emma est pour toujours. La preuve de son choix intentionnel aurait dû mettre fin au débat, mais Kyle avait déjà empoisonné le puits de l'opinion publique.
J'ai enfin compris que la vie banale de papa était un choix délibéré, renouvelé chaque jour. Chaque achat de pantalon beige, chaque rendez-vous pour l'entretien du minivan, chaque dîner tranquille à la maison était une décision consciente de privilégier la famille à la célébrité. La révélation était venue trop tard pour réparer les dégâts que j'avais moi-même contribué à causer dans ma guerre contre Kyle. Les preuves concernant les tournées de retrouvailles refusées par papa venaient d'une source inattendue. Son ancien batteur m'avait contacté via les réseaux sociaux après avoir vu les publications de Kyle, offrant des documents prouvant les 3 opportunités lucratives que papa avait déclinées. Chaque refus coïncidait avec un événement scolaire, une foire scientifique, un spectacle de danse, ma remise de diplôme du collège. Le message du batteur incluait les offres de contrat que papa avait refusées, chacune valant plus que notre maison. J'ai tout imprimé et je suis allé chez Kyle à l'aube, me garant de l'autre côté de la rue. Sa voiture était garée dans l'allée, à côté du SUV de sa mère. J'ai attendu de voir un mouvement à la fenêtre de la cuisine, puis je suis allé glisser l'enveloppe sous leur porte. Aucune confrontation, aucun drame, juste des preuves. Les documents du procès intenté par les anciens membres du groupe de papa dressaient un tableau encore plus clair. Je les ai trouvés enfouis dans un classeur de maman, jauni par le temps mais toujours accablant. Papa avait payé 47 000 $ tirés de ses économies de retraite pour régler les réclamations quand il avait quitté le groupe. Le calendrier de paiement correspondait à la période où il avait pris un second emploi en tant que comptable pendant la saison des tournées. Maman m'a surprise en train de lire les papiers et s'est assise lourdement à côté de moi. Elle a sorti d'autres documents, des lettres de papa aux maisons de disques, suppliant d'être libéré de ses contrats. L'une d'elles évoquait le fait d'avoir raté mes premiers pas à cause d'une tournée. Une autre parlait de la culpabilité de chanter sur scène pendant que j'avais une pneumonie. La dernière lettre, datée du lendemain de ma naissance, déclarait simplement que sa décision était définitive. L'excès de confiance de Kyle a causé sa perte pendant une assemblée scolaire. Alors qu'il discutait de ses projets d'université avec des amis près d'un micro ouvert, il a mentionné en plaisantant avoir exagéré certains détails concernant ma famille pour faire de l'effet. Tout l'auditorium a entendu son aveu à travers le système de sonorisation. Plusieurs élèves ont enregistré le moment sur leur téléphone. J'ai reçu les vidéos en quelques minutes, mais je ne les ai pas publiées. À la place, je les ai sauvegardées sur une clé USB avec toutes les autres preuves que j'avais réunies. L'envie de le détruire publiquement s'est heurtée aux mots de papa, qui disait que Kyle n'était qu'un gamin blessé. Mes mains tremblaient alors que je scellais la clé USB dans une enveloppe. La séance de médiation était prévue pour le lundi suivant. Les 2 familles avaient reçu des convocations officielles. Le district scolaire voulait que cette affaire soit résolue avant qu'elle n'aille plus loin. J'ai passé le week-end à organiser les preuves, créer des chronologies, me préparer à la guerre. Mais l'ancien étui de guitare de papa, posé dans un coin de ma chambre, ne cessait d'attirer mon regard, me rappelant les choix et les sacrifices. Le dimanche soir, j'ai pris une décision. J'ai pris l'enveloppe contenant la clé USB et j'ai écrit le nom de Kyle dessus. À l'intérieur, j'ai glissé un mot expliquant que j'avais assez de preuves pour le détruire, mais que je choisissais de ne pas les utiliser. Le choix n'était pas une question de pardon. C'était une question de rupture du cycle. Le lundi matin est arrivé, gris et brumeux. La salle de médiation de l'école paraissait bien trop petite avec nos 2 familles réunies. La mère de Kyle était assise raide à côté de maman, leur décennie d'amitié visible dans l'espace silencieux qui les séparait. Papa portait son habituelle tenue kaki, mais avait ajouté un blazer. Le père de Kyle vérifiait son téléphone sans arrêt, probablement pour suivre l'entraînement de football. Le médiateur, un juge à la retraite mandaté par le district, a examiné la pile de plaintes et de preuves. Kyle et moi avions l'air épouvantables. J'avais perdu du poids à cause du stress, mes tempes s'éclaircissaient. La confiance habituelle de Kyle avait laissé place à une énergie nerveuse, sa jambe tremblait sans arrêt sous la table. La famille de Jess est arrivée à mi-parcours. Les yeux de sa mère étaient rouges d'avoir pleuré. L'enquête menée sur son lieu de travail n'avait rien révélé, mais le stress avait laissé des traces. Jess refusait de me regarder, blottie contre ses parents comme si elle voulait disparaître. Les représentants de l'école ont exposé leurs inquiétudes quant au chaos provoqué par notre conflit. Les registres d'assiduité montraient que Kyle et moi avions manqué de nombreux cours. Nos notes avaient chuté. La conseillère a lu ses observations à voix haute, évoquant des comportements préoccupants des 2 côtés. Lorsque le médiateur nous a demandé notre version des faits, j'ai sorti l'enveloppe avec le nom de Kyle et l'ai glissé vers lui sur la table. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Il y trouva une clé USB et un mot. Son visage traversa plusieurs émotions, confusion, peur, puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement. L'aveu de Kyle fut hésitant. Il parla de son sentiment d'être un imposteur face à ma famille apparemment parfaite. Comment ma remarque désinvolte sur mon père, ce soir-là, avait déclenché des années d'insécurité sur sa propre valeur. Le mariage raté de ses parents, l'alcoolisme de son père, la pression d'être le garçon modèle, tout sorti d'un coup. Je me suis mise à parler aussi, expliquant comment la révélation de mon père avait brisé ma vision de notre famille. Comment les attaques de Kyle avaient semblé confirmer toutes mes peurs sur le fait de ne pas mériter les sacrifices de mon père. La rivalité entre nous était devenue une lutte pour prouver qui méritait d'être aimé. Le médiateur recommanda une résolution complète, ordonnance restrictive mutuelle interdisant tout contact ou interaction sur les réseaux sociaux. Thérapie obligatoire pour nous 2. Un changement d'établissement pour éviter tout nouveau conflit.
Kyle fut transféré dans un programme alternatif du district. Moi, dans une école artistique de l'autre côté de la ville. Les accords financiers étaient modestes mais équitables. Chaque famille prendrait en charge ses propres frais juridiques. L'école s'engagea à sceller nos dossiers disciplinaires pour ne pas nuire à nos candidatures universitaires. Aucune des deux parties ne pourrait tirer profit de l'affaire. Pas de livres, pas d'interviews, pas de contenu monétisé sur les réseaux à propos du conflit. Mon père prit enfin la parole vers la fin, d'une voix calme mais ferme. Il confirma la vérité sur sa carrière musicale, mais insista sur le fait qu'il avait choisi de tout quitter. Il regarda directement les parents de Kyle, reconnaissant la douleur que notre conflit avait causée à leur famille. Ces mots portaient le poids de quelqu'un qui comprenait le sacrifice. La mère de Kyle éclata en sanglots, s'excusant auprès de mes parents pour les actes de son fils, tout en admettant qu'elle avait toujours eu des doutes sur le passé de mon père. Apprendre que leur comptable fiscal avait été une rockstar semblait irréel, mais elle comprenait pourquoi il avait choisi l'anonymat. La vie normale qu'il s'était construite était une forme de réussite à part entière. Les répercussions dans la communauté furent rapides et polarisantes. Le comité de l'album de fin d'année divisa sa page de dédicace entre l'équipe Emma et l'équipe Kyle, incapable de trancher. Les anciens amis prirent parti en fonction de leur propre vécu familial. Sur les groupes Facebook locaux, le débat sur le sacrifice parental face à l'épanouissement personnel dura des semaines. J'ai commencé à fréquenter l'école artistique après les vacances d'hiver. Le trajet était plus long, ce qui obligeait mon père à me déposer avant d'aller travailler. Ces trajets matinaux devinrent notre moment à nous, rythmés par la musique de ces anciens groupes et de longs silences paisibles. Il ne me faisait jamais la leçon, se contentant de diffuser des chansons qui disaient tout ce qu'il fallait. Le transfert de Kyle signifiait que nos chemins ne se croisaient plus. Des amis communs disaient qu'il allait mieux, qu'il se concentrait désormais sur ses études plutôt que sur le football. Le divorce de ses parents fut finalisé en silence. Sa mère garda la maison, son père s'installa dans un appartement près de l'école. Mon petit frère eut du mal à accepter les changements. Kyle avait été son héros, et la complexité de notre conflit dépassait son âge. Il arrêta le football, disant que ce n'était plus amusant. Papa se mit alors à lui enseigner la guitare, lui transmettant ce qu'il avait longtemps caché. Les ordonnances restrictives rendaient la logistique de notre année de terminale compliquée. Il fallait coordonner les événements scolaires pour éviter toute présence simultanée. Les plans de table pour la remise des diplômes ressemblaient à des stratégies militaires. La principale plaisantait noirement, disant que la résolution des conflits était devenue son métier à temps plein. La thérapie m'a aidé, même si les progrès furent lents. Comprendre à quelle vitesse l'amour peut se transformer en destruction, comment l'insécurité peut armer l'intimité, m'a pris des mois. Ma thérapeute était spécialisée dans les traumatismes adolescents. Elle m'a aidé à démêler les chevaux de loyauté familiale et d'identité personnelle. Mon père rejouait de la guitare à la maison de plus en plus souvent. Rien de spectaculaire, juste des accords tranquilles après le dîner ou des sessions improvisées le week-end dans le garage. Parfois, maman chantait avec lui, révélant un autre talent caché. La musique, autrefois secrète, devint partie intégrante de notre quotidien. 6 mois plus tard, au salon régional des universités, j'ai aperçu Kyle dans le gymnase bondé. Nos regards se sont croisés, un bref instant de reconnaissance silencieuse. Aucun de nous n'a bougé, mais on a hoché la tête, comme pour reconnaître les blessures causées et les leçons apprises. Je me suis dirigé vers les stands des écoles artistiques, lui vers ceux de commerce. Nos chemins se sont séparés naturellement, façonnés par la guerre que nous avions menée, mais non plus définis par elle. Les deux familles portaient les cicatrices du conflit, mais nous étions intacts, changés, mais pas brisés. Le secret de papa s'était transformé de honte en fierté. Son choix de mener une vie banale, de privilégier la famille à la gloire, n'avait jamais été un renoncement à ses rêves. C'était choisir de meilleurs rêves. L'homme en pantalon kaki qui conduisait un minivan m'avait appris que l'amour, parfois, ressemble à quelque chose d'ordinaire, mais que son impact ne l'est jamais. Les preuves de notre autodestruction reposaient dans des dossiers scellés et des comptes supprimés. Kyle et moi avions appris que l'intimité pouvait devenir une arme, que connaître les vulnérabilités de l'autre impliquait une responsabilité. Nous avions testé les limites de la cruauté adolescente et les avions trouvées trop faciles à atteindre. Notre histoire devint un conte de mise en garde chuchoté dans les couloirs du lycée, un rappel que même les familles ordinaires peuvent abriter des secrets extraordinaires. Le comptable ennuyeux qui jouait de la guitare comme un dieu. Le quarterback qui s'était effondré sous le poids de la perfection. Nous étions tous plus complexes que ce que nos apparences laissaient croire. Les lettres d'acceptation à l'université sont arrivées au printemps. Notre avenir s'était dessiné à travers des choix faits dans la colère et la douleur. Des écoles dans des états différents nous offraient un nouveau départ. Cette distance géographique semblait nécessaire, un reflet physique de l'espace émotionnel dont nous avions besoin pour guérir. Papa m'a conduite à la journée d'accueil à l'université cet automne-là, le minivan rempli de tout le nécessaire pour le dortoir. En arrivant sur le campus, il a coupé la radio et m'a regardé. Son expression mêlait fierté et inquiétude persistante. Le visage d'un père qui avait renoncé à la gloire pour vivre des instants comme celui-là. J'ai compris, à ce moment précis, que sa vie, ennuyeuse, avait été le choix le plus radical qu'il ait pu faire. Une décision quotidienne d'être là, de se montrer, de privilégier la famille à la célébrité. Les pantalons beiges et les verres photochromiques étaient son armure contre un monde qui valorise le spectacle plus que la substance.
La guerre avec Kyle m'avait appris que l'amour et la haine vivaient plus proches qu'on ne le croit, que ceux qui nous connaissent le mieux peuvent aussi nous faire le plus de mal. Mais elle m'avait aussi montré qu'on pouvait choisir la paix plutôt que la victoire, la banalité plutôt que le brillant, la famille plutôt que la gloire. Et que ce sont ces choix qui rendent une vie digne d'être vécue.